nous démarrons une toute nouvelle semaine. Nous allons parler de l'amour, comme je l'ai dit en début d'émission. Moi, c'est Juanita Blavoutry. Pour parler de ce thème de l'amour, j'ai deux charmantes dames avec moi sur le plateau. D'abord, un grand retour de Félicité Kekou. Bonjour. Bonjour, Juanita. Comment ça va? Ça va. Heureuse année à toi. Merci beaucoup. Ah oui. Ça fait un an, ça fait vraiment. très longtemps. Pas très longtemps. Alors, comment ça va, les Ça affaires, va. la famille? Ça va. En tout cas, on te soutient. On te soutient, beaucoup de courage à toi et ça fait plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, plaisir partagé. Également avec nous sur le plateau de la balade matinale, Marie-Reine Touleka, elle est docteure en sociologie, enseignante également. Bonjour madame. Bonjour. Et comment ça va? Ça va bien. C'est un plaisir d'avoir une spécialiste en la matière pour parler du thème de l'amour avec nous. Voilà. Et vous, chers auditeurs, le numéro il reste inchangé, le 90 13 89 94 pour partager avec nous vos avis sur le thème de cette semaine. Mais comme tous les matins, on démarre avec une petite recette pour égayer le ventre, comme nous égayons également nos visages. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose une recette assez simple, des œufs à la saucisse et au fromage. Très bon pour les enfants, surtout pour ceux-là qui sont en pleine croissance. Alors, de quoi aurons-nous besoin pour cette recette? De saucisses, vous verrez, au choix de saucisses ou encore du jambon, ça le fait, des échalotes ou des oignons hachés, quelques gousses d'ail émincées, de la tomate, du persil frais haché également, 8 œufs et une boîte de lait écrémé. N'oubliez pas la mozzarella partiellement écrémée également, râpée, pour accomplir cette recette. Et nous passons à la première étape de la préparation. D'abord, vous préchauffez le four à 375 degrés. Deuxième étape, vaporiser quelques feuilles de persil dans votre four préchauffé. Ça permet de donner un peu d'odeur dans ce four-là. Ensuite, vous allez cuire la saucisse ou le jambon à feu moyen dans une poêle anti-adhésive pour la brunir environ 8 minutes. Feu doux, très très doux. Vous égouttez l'excédent de gras, puis nettoyez la poêle. Remettre la saucisse dans la poêle. Ajoutez les échalotes, l'ail, cuire en remuant fréquemment pendant 3 minutes. Vous ajoutez ensuite les tomates, persil et cuire encore une petite minute. Vous allez ensuite étendre la préparation de saucisses dans un bol déjà préparé. Vous saupoudrez la mozzarella sur le dessus. Et voilà, votre plat est prêt. Vous y ajoutez les œufs fouettés. J'allais oublier, les œufs fouettés, le lait évaporé dans le bol également. Et vous mettez au four. Voilà, environ une quinzaine de minutes maximum. Et votre recette d'œufs aux saucisses est prête. Bon appétit. Voilà pour ma tasse de ce jour. J'espère que vous allez essayer chez vous et le faire goûter également aux tout petits qui raffolent les saucisses, le fromage et tout ce qui va avec. Voilà pour notre recette. Vous avez aimé? Ça s'accompagne de quoi? Du pain, une tasse de thé ou encore du jus de fruits. C'est trop gourmand ce que tu as préparé. Ah oui, justement, c'est tu bon as pour dit la croissance. Maintenant, ceux qui n'ont pas de four. Ceux qui n'ont pas de four, ça peut se faire également à l'eau chaude. On prépare tout, l'eau est bien chaude et on dépose le contenu là-dedans, bien couvert. On peut également avoir cette recette. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ah oui, il y a solution à tout aujourd'hui. Vraiment. Voilà, j'espère que vous allez l'essayer chez vous. En tout cas, nous on a essayé, on a apprécié. On se pose, elle est très courte, on revient pour la suite de cette émission. À tout de suite. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'onde positive.
L'amour, c'est beau quand il y a encore les papillons, quand il y a encore ce petit truc-là qui nous rassemble, ou quand c'est les débuts et qu'on n'a pas vraiment trop de charges, trop de responsabilités. Mais quand survient la maladie, par exemple, ça se complique. L'un ou l'autre ne sait pas comment réagir exactement dans le couple. On en parle ce matin, c'est le sujet d'ailleurs de toute cette semaine dans la balade matinale. Pour en parler, nous avons deux grandes dames sur le plateau. Je vais me tourner vers la sociologue Marie-Reine Deka. On va parler de l'amour en général, ce sentiment beau là que nous aimons tous. Enfin, je ne sais pas s'il y a des exceptions à la règle, mais tout le monde aime bien qu'on l'aime, n'est-ce pas? Oui, oui. Tout le monde aime bien qu'on l'aime. C'est un sentiment, je dirais, naturel. Vous voulez vous rapprocher du micro un tout petit peu? Je disais en fait que l'amour, c'est un sentiment naturel chez tous les êtres humains, si je peux le dire ainsi. Ça vient à un moment donné de la vie. Et il y a même une chanson qui en parle, qui a précisé que c'est de 7 à 77 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour. Oui, en fait, et tout le monde aime vraiment qu'on l'aime. Et ça fait du bien. Quand on est aimé, quand on aime, ça fait du bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment concernant l'amour. D'accord. Madame Kekou, un mot également à dire là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui se disent « j'ai pas besoin d'amour, je peux vivre sans amour » ? Je pense pas. Tout le monde, quelle que soit la personne ou bien la situation de la personne, quelle que soit la classe de la personne, je pense que tout le monde aime être aimé. C'est très bon de sentir, d'être quelque part et de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. Voilà, quelqu'un qui, puis des fois, par coïncidence, ton téléphone commence pas à sonner. Je veux juste entendre ta voix, je veux juste savoir comment tu vas ce matin et autres. Tout le monde aime être aimé. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des gens, parce que je suppose que les sociologues vont à la rencontre des gens, vous discutez avec des gens, non? Est-ce qu'il vous est arrivé de voir des gens qui sont fermés à l'amour, qui ne veulent plus entendre parler de l'amour? Oui, mais c'est suite vraiment à un malentendu ou à des déceptions, à des blessures. Mais en fait, ces blessures-là peuvent se guérir. C'est un sentiment. Quelqu'un que vous rencontrez et qui est fermé à l'amour, moi je dirais c'est pour un temps. Cette même personne-là, si jamais sur son parcours, elle rencontre une personne qui l'aime, elle sera guérie. Elle pourra oublier même la déception, là, les blessures et tout. Et revivre cet amour. D'accord. Très important, l'amour, voilà, c'est clair pour tout le monde que vivre sans amour, c'est comme vivre sans oxygène, et donc on a tous besoin d'amour. Et quand dans le couple, cet amour vient à disparaître, ou quand dans le couple, par exemple, l'un des conjoints tombe malade, je vais être un peu dramatique, qui se fait couper les deux membres inférieurs, impossible encore d'être aussi valide, vivace et plein d'engouement. Comment est-ce qu'on arrive encore là à garder cet amour-là, à entretenir la flamme dans le couple? Merci pour la question. Et moi, je dirais en fait que avant de répondre à cette question, oui, j'aimerais bien faire un recul. L'amour dont nous parlons, l'amour que tout le monde aime, être aimé, donner de l'amour et tout, moi je dirais en fait que ça doit partir d'une base solide. C'est la base en fait. Comment est-ce que nous sommes arrivés
à nous mettre ensemble. Quand on fait une petite analyse de la situation, nous remarquons que il n'y a pas cette base-là au départ. On peut parler de coups de foudre, tu me plais. Aujourd'hui, même avec les jeunes, c'est le sexe qui passe en premier. Je te vois, tu me plais, je veux coucher juste avec toi et on se dit qu'on s'aime. Alors que pour moi, en fait, c'est pas ça. Selon moi, mon opinion, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quoi? En fait, c'est pas l'apparence, c'est vrai. Il y a l'apparence qui entre en jeu. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a le caractère surtout. Et quand on se dit qu'on s'aime, ça voudrait dire qu'on va faire chemin ensemble. Oui. Et si on va faire chemin ensemble, il faudrait vraiment que ce que j'ai vu qui m'a rapproché de toi ou qui m'a accroché en toi, que cela persiste. Autre que le physique, autre que le matériel, le bling-bling. Parce que en fait, il y a plusieurs choses qui arrivent dans la vie d'un être humain. Et comme on le dit souvent chez nous, il y a le jour et la nuit. Le jour vient, après c'est la nuit, après c'est le jour. Et je dirais que quand on parle de l'amour dans les couples, quand on prend des couples de 50, 55 ans qui ont fait un long parcours, qui sont toujours ensemble et qui vivent cet amour, c'est pas qu'ils n'ont pas connu des moments de maladie, des moments de querelle, mais c'est qu'il y a quelque chose qui a été à la base. Il y a un socle en fait. Un socle. C'est comme pour construire une maison, ils ont vraiment mis... Il y a une fondation. Voilà. Bien scellée. Et chacun revoit la fondation là. À chaque fois. À chaque fois. Si nous prenons l'hypothèse que c'est des gens bien matures qui ont décidé de se mettre ensemble et de vivre une histoire d'amour, les jalons sont bien posés, la base est bien solide. Au moment de la maladie d'un des conjoints ou d'un partenaire, ce qui peut raviver la flamme d'amour là, c'est que en fait c'est passer au-delà, regarder au-delà du fait qu'il n'a plus ces deux membres, du physique là. Bon, moi j'ai dit ça juste pour... Oui, c'est un exemple. Et moi je trouve que c'est un très bon exemple. Je reste là-dessus. D'accord. Je reste là-dessus pour dire que c'est de regarder au-delà de l'infirmité là, de cette maladie là. De regarder ce que tu as apprécié, ce qui t'a retenu, ce qui t'a amené à t'engager dans cette relation-là. Et là, cette flamme-là va rester toujours allumée. Votre amour, les gens ne vont pas comprendre quoi. Parce que ce n'est pas l'infirme que tu vois, mais c'est la personne. Et moi je dis, c'est le profond, c'est le caractère, c'est autre chose que tu vois. Il y a aussi un élément que j'aimerais ajouter avant de m'arrêter. C'est le fait en fait que en Afrique, il y a l'ingérence de la famille. La famille qui s'ingère dans des relations et qui influence le comportement des conjoints. Et moi, je dirais qu'il faut d'abord savoir que cette influence, l'influence de la famille, parfois, peut te détourner de ton objectif. À vouloir rester avec cette personne infirme-là. Mais si tu arrives à savoir que, bon, il y a l'influence familiale, des gens vont te dire, toi, tu veux rester avec ce tel, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Tu ne vois pas son état, ben, c'est du travail, c'est une charge, avec tout ce que tu as comme charge, ça là aussi tu vas... Non. C'est de te dire en fait que c'est toi qui as décidé de rester avec cette personne-là. Et ce qui lui est arrivé, ça pourrait également t'arriver. Bien sûr. Et
ce n'est pas avec l'accord de la famille que tu as décidé d'être avec cette personne-là, mais c'est avec la personne que vous avez décidé ensemble de vivre cette histoire d'amour-là. Et je crois que la flamme qui est née de votre union au début restera jusqu'à la fin. Merci. Merci madame, j'étais juste là ébahie à vous écouter. Alors, madame Kékou, madame Toureka a parlé de base, de fondation, d'un socle pour le couple. Comment est-ce qu'on bâtit cette fondation-là, selon toi? La fondation pour former un couple qui va vivre jusqu'à 99 ans, ça doit venir du cœur. Ça doit venir l'amour. Du cœur, oui, l'amour. Le coup de foudre, les couples fondés sur le coup de foudre, très souvent, ne font pas long feu. Ça ne fait pas long feu. Il peut y avoir des enfants qui vont sortir de cette union, mais tôt ou tard, bon, on ne va même pas parler de maladie ou bien de quoi que ce soit, mais ça peut s'effriter parce que ce que tu as vu chez la personne, au fur et à mesure que le temps passe, que l'âge avance, on ne voit plus ça. Ce n'est plus très clair dans l'esprit. On se dit, bon, ça veut dire que c'est fini. Ce que tu avais vu, ça s'est éteint. Ça peut être du côté de l'homme que du côté de la femme. Maintenant, si on veut former un couple très solide, la base, c'est-à-dire quand on te demande pourquoi tu aimes cette personne, tu ne peux pas avoir de réponse à ça. Tant que tu as une réponse à pourquoi tu aimes la personne, ça veut dire que ce n'est pas un amour qui va vivre éternellement, si on peut le dire. D'accord. Oui, parce que l'amour ne doit pas avoir une raison. Je l'aime parce que... Et si ça disparaissait, donc ça veut dire que l'amour ne sera plus. Donc pour toi, en fait, quand on a comme sous-bassement l'amour, le vrai, pas le vrai, le vrai, ça peut tenir... Ça peut tenir toute la vie, quel que soit ce qui va arriver. Tu as parlé par exemple, de l'infirmité. Il n'y a pas que ça. Quand on parle d'accident, il n'y a pas que ça. Ça, tout le monde le voit. Oui. Il y a des couples qui sont là et subitement, il peut arriver une maladie ou bien un accident et la dame devient frigide, par exemple, ou bien le monsieur devient inactif, par exemple. C'est un accident que personne ne voit. C'est en ce moment que l'autre conjoint peut maintenant prouver à l'autre qu'il l'aime. Parce que c'est par ça que les gens partent. La femme va partir, on va les appeler. La famille appelle, les pasteurs appellent. On n'arrive pas à sortir effectivement ce qui se passe. Ça aussi, c'est un accident qui brise le couple. Mais quand il y a de l'amour, c'est en ce moment qu'on doit soutenir l'autre. Tu te mets à la place de l'autre, tu te dis, si c'était moi, est-ce que je vais accepter qu'il me quitte ou bien qu'elle me quitte ou bien qu'est-ce que je préfère que la personne là, mon partenaire me fasse. Quand tu réfléchis à ça et que tu es là et vous vous focalisez sur autre chose, la personne peut guérir ou ne pas guérir, mais votre amour là va survivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Docteur, tous les cas, vous êtes d'avis avec Madame Kékou? Oui. Seul l'amour suffit à mettre la fondation pour le couple? En l'écoutant, en fait, je me posais des questions. Oui, allez-y. Pour moi, il y a cet aspect-là où on te pose la question, tu sais vraiment pas quoi répondre. Mais moi, je me dis, après, il faut aller au-delà de ça pour chercher ce qui va faire que tu ne vas pas partir. Il faut arriver à identifier les valeurs de la personne. Parce que chaque personne, je dirais, est unique dans son genre. Et ce que cette personne-là t'offre, tu peux trouver ça ailleurs, mais pas comme ça. Donc pour moi, il faut aller rechercher le trésor caché dans cette personne-là, avec qui tu as décidé. Pour s'y accrocher. Vraiment, moi je me dis à un moment donné, après que tu te rendes compte que
je l'aime, je ne peux pas le quitter. Après, moi, je dirais, il faut faire un travail sur soi pour voir qu'est-ce qu'il a de spécial. Qui va faire que pour ça, je ne vais jamais le quitter. Parce qu'il a quelque chose de spécial que souvent nous n'essayons pas de découvrir. Mais quand tu prends un peu de distance, tu essaies de l'observer, de l'étudier un peu, tu vas voir que tiens, ça, c'est un trésor. Ce qu'il a là. Rares sont ceux qui présenteront ça et pour ça, à cause de ça, je vais m'accrocher. Et quand va survenir ces situations de séparation ou bien susceptibles de vous séparer, tu vas te dire, tiens, je ne suis pas quand même là pour rien. Non, je suis là parce que je sais que il y a quelque chose ici qui me retient et pour ça, je serai toujours là. Ou bien pour ça, je me battrai. Pour cette personne-là. Et elle a dit quelque chose aussi sur laquelle j'aimerais bien réagir. Dans les réalités de la vie, si nous prenons des exemples simples qui font que des jeunes couples qui s'aiment se séparent très rapidement, il y a cette question-là de physique. Oui. Vous allez voir des hommes dire que j'aime une femme svelte. Je la trouve belle parce que bon, sa forme me plaît. Et il y a la maternité qui arrive ou bien il y a même, oui, la grossesse d'abord. Il y a des femmes, tu la vois pendant la grossesse, elle change. C'est tout le contraire de ce que tu aimais. Il y a plusieurs hommes. C'est vrai que tous les hommes veulent avoir des enfants et quand la femme tombe enceinte, les premiers mois, c'est la joie dans le couple. Mais après, quand cette grossesse-là commence par agir sur le physique de la femme, elle change. Et tu vas voir l'homme reculer. Il y a des hommes qui reculent, qui disent que tiens, c'est quoi ça? C'est une autre forme d'accident aussi. Comment elle devient grosse. Il y a certaines qui présentent des boutons, des trucs. Non, ça c'est pas ma femme. Mais c'est quoi ça? C'est moi, comme vous avez dit là, c'est moi-même qui ai choisi de vivre avec cette femme-là. Et parfois, au lieu d'accompagner la femme, moi je dis les situations de grossesse, tout ce qui arrive à la femme, elle-même, elle ne comprend pas. Et puis on ne peut pas dire même que c'est ma seconde grossesse, c'est ma troisième. Non. Chaque grossesse avec sa particularité, ses singularités. Maintenant, si, chemin faisant, la femme même ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle prend de la forme, il y a des boutons qui surviennent, il y a des liés à cette grossesse-là. Tu vas voir l'homme fuir pour aller vers d'autres femmes qui présentent la forme svelte ou bien qui ressemblent à ce que tu étais à son idéal de femme en fait. Je dirais qu'il faudrait d'abord que au début, que l'homme sache que la femme peut changer. Elle peut redevenir celle qu'elle était. Elle peut changer parce que il y a son corps, il y a la maternité qui va arriver. Il y a des femmes, après la maternité, elle ne peut plus reprendre sa forme. Elle a beau adopter des régimes et tout. Ou soit elle tombe malade, elle peut en mourir, ou bien elle accepte que sa forme a changé et elle vit avec. Et ça, les hommes ne comprennent pas. Vous avez touché du doigt un point. Et ça, moi-même, j'ai découvert ça après, la frigidité. Ça dépend de l'accouchement, comment ça s'est passé. Il y a des femmes qui peuvent perdre le désir sexuel, ce désir-là. L'attirance pour leur homme déjà. Pendant, on m'a dit, ça va jusqu'à 2 ans. 2 ou 3 ans, elle ne veut plus avoir de rapport sexuel. Elle-même, elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive.
elle ne sait pas ce qui lui arrive. Je crois qu'en ce moment-là, elle a besoin d'attention, d'affection, d'accompagnement, de soutien. Mais docteur, de la même façon dont, je reviens sur l'aspect précédent, de la même façon dont les hommes sont attirés peut-être par une femme svelte et tout, de la même façon, la femme également a son idéal d'homme. Et dans le couple, le monsieur peut par la suite pousser en ventre, un tonneau devant, grossir, avoir des joues et tout ça, et que la femme peut ne pas aussi aimer. Oui. C'est bien que vous ayez... Ah oui, parce que souvent, c'est la femme qu'on met en avant, singularise la situation, alors que c'est des deux côtés. Il y a ça aussi. Il faudrait en fait que nous sachions au début de notre relation que le physique peut changer. Passer au-delà du physique. Essayer de voir ce que la personne a de spécial. Et quand on parle de spécial, moi je dirais il y a le caractère, il y a le cœur. Quand tu vois ça, tu ne verras pas le physique. Si jamais, avec les solutions qu'on apporte au physique, il n'y a pas d'amélioration, bon, on avance avec, en s'accrochant à la particularité, à la valeur, à ce que la personne a de spécial. À ce que la personne a de spécial. Voilà. Nous parlons de l'amour des couples. Aujourd'hui, on s'intéresse à là où le bas blesse, c'est-à-dire quand survient peut-être la maladie, quand survient le côté sombre du conjoint, de la conjointe, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir, comment est-ce qu'on arrive à entretenir cette flamme-là. Nous en parlons ce matin dans la balade matinale. Rejoignez-nous, écrivez-nous sur le 90 13 89 94. Alors, je parlais d'une anecdote quand Madame Kékou parlait. Il s'agit d'un couple religieux. Ça, c'est un autre problème parce qu'il y en a qui confient toute leur vie de couple aujourd'hui au pasteur. Comment on les appelle les femmes de pasteurs? Ils ont un nom. Les gens appellent maman pasteur. Maman pasteur. Voilà, c'est elles qui connaissent mieux la vie de couple et c'est elles qui dictent la loi de couple. D'ailleurs, à la femme, le pasteur s'occupe de l'homme. Et donc, comme ça, le couple a été installé, mariage et tout, dans le bling-bling, comme dans les contes de fées. Fini le mariage, on passe à la nuit de noces. On arrive à la nuit de noces, il se trouve que le monsieur n'a pas de... Vous voyez quoi? Le mariage ne peut pas être consommé. Le mariage ne peut pas être consommé. Ah, voilà. Le mariage ne peut pas être consommé. Le mariage ne peut pas être consommé. Je ne voudrais pas être vulgaire ce matin. Je me suis levée du pied droit ce matin, donc je ne vais pas être vulgaire. Le mariage ne peut pas être consommé. Voilà. La femme crie à qui veut l'entendre qu'elle veut divorcer. Dans la première semaine, elle n'a pas attendu pour trouver une solution. Elle veut juste le divorce. Point final. Voilà une autre solution. Là, il n'y a même pas eu des moments de bonheur. Nous parlions d'avoir des moments de bonheur avant qu'arrive la maladie. Là, il n'y a pas eu de moments de bonheur. Il y a eu juste mariage et patatras. Mais le monsieur a été malhonnête. C'est d'emblée ce qui me vient à la tête. Le monsieur a été malhonnête parce que ça veut dire que pendant leur fréquentation, ils sont restés chastes, si je peux le dire. Mais pourquoi ne pas en parler? Bon, on se marie, pourquoi alors? Parce que l'activité sexuelle fait partie du mariage. En plus de 50%, je crois. Donc, si tu sais que ton état ne te permet pas de satisfaire la femme, pourquoi la punir, la mener jusqu'au mariage? Bon, et comment ça s'est terminé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore été demandé comment ça a fini pour l'instant. Moi, ce que l'histoire me suscite, me dicte comme idée, les questions qui viennent à mon esprit, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, on sait que dans ces églises où le pasteur, ou bien les pasteurs, si je veux dire le pasteur et sa femme, je dis les pasteurs alors, accompagnent le couple, il y a des analyses médicales qui se font. Il y a un suivi du côté de chaque conjoint, suivi médical, suivi familial. Avant même la dot, nous savons que le mariage religieux
est le troisième étape du mariage. Il y a 3 étapes. Oui. Bon, je ne sais pas. Il y a la... Oui, il y a 3 étapes. D'accord. Il y a les fiançailles. Chez nous, on parle de retour popo, voilà, la connaissance des familles et tout. Après, il y a la dot même. Après, il y a le mariage civil. Et après, le mariage religieux, qui est la dernière étape. Qui est la dernière étape. Et moi, je dirais en fait que comment est-ce que ils sont passés par ces étapes-là sans qu'on se rende compte que l'homme n'est pas sexuellement actif. Moi, je me dis, l'homme, il a bien berné tout le monde parce qu'il est un peu aisé, il a un peu de sous. Donc, il a eu le temps quand même de gérer son entourage et de leur boucler le bec afin que ça ne sorte pas. Sinon, je sais qu'aujourd'hui, dans les églises, avant même que la dot ne soit célébrée, il y a les analyses médicales dans plusieurs églises aujourd'hui. Peut-être que cette histoire-là, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais je sais qu'avant, il y a des églises... en fait, c'est une histoire actuelle. Histoire actuelle. Oui. Ça voudrait dire qu'il faudrait quand même que les responsabilités soient partagées. Les pasteurs ont leurs responsabilités dans cette histoire-là. Parce que en fait, la famille, moi je dis dans ces églises-là, souvent, la famille a son mot à un moment donné. C'est les pasteurs-là qui commencent par observer les prétendants au début. C'est eux qui décident. Ils sont au devant de... Ils sont au devant. Même pour les... Moi, j'ai fait des études sur... je travaille sur ces questions-là. Et les études que nous avions réalisées une étude sur un projet des marges aux normes, où on parle des statuts marginalisés, célibat tardif, mariage sans enfants et tout ça. Et au cours de cette étude-là, nous avons remarqué quand même que dans ces églises, dites églises charismatiques ou églises pentecôtistes et tout ça, le départ, c'est l'église en fait, qui suit les prétendants. Et à un moment donné, pour aller même vers la famille, vers les famille de la fille, famille de l'homme et tout, c'est la délégation de l'église, le pasteur qui désigne des gens, qui les accompagne et qui essaie de convaincre la famille que oui, nous les suivons, ils sont convertis, nous allons les accompagner jusqu'au mariage. Est-ce que vous êtes d'accord que s'il y a réticence, on revient dire au pasteur, ils essaient de voir pourquoi il y a réticence de la famille, ils essaient de gérer ça. Et si le monsieur a su berner tout le monde, moi je dirais en fait que les responsabilités là sont partagées. Est-ce que le monsieur même sait le pourquoi il est malade? Il y a ce problème là aussi. Est-ce qu'il sait que c'est une maladie d'abord? Les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital. Ah oui. Pour ces genres de problèmes. Aller se présenter que je ne suis pas sexuellement actif. Aidez-moi à retrouver ma virilité. Aidez-moi à concevoir et tout. C'est lié en fait à l'ego. C'est lié... je suis face à un public... Je veux utiliser un terme sociologique. C'est lié à la socialisation différentielle. Qui fait de l'homme le tout-puissant, le chef et tout. Et parfois, il se voit rabaissé quand il va exposer les problèmes dont il souffre. Parce que depuis tout enfant, on dit tu es un homme, tu ne dois pas pleurer, tu es un homme, tu dois faire si tu es un homme. Sans savoir qu'en fait, il est un homme, mais il peut pleurer. Il est un homme, mais il peut tomber, il peut se relever. Se relever. Et ce qui fait que la majorité, la plupart des hommes n'aiment pas parler de ce problème-là. Aller à l'hôpital, dire que... Et vous allez voir que quand il y a un couple et il n'y a pas d'enfant, tout de suite, c'est la femme. On se retourne vers la femme pour l'accuser que c'est la femme qui est si elle ne te fait pas d'enfant, nous allons te trouver une autre femme. C'est la femme qui est la fautive, qui est indexée dans l'immédiat. Mais parfois, ce n'est pas la femme. Cette femme-là quitte ce monsieur
elle va aller tomber enceinte d'un autre monsieur rapidement. Et parfois, c'est ça. Il y a une compatibilité, en fait, entre les deux. Donc, moi, je dirais, en fait, que je ne peux pas dire que la fille qui a demandé le divorce, la première, elle a été choquée, en fait. Je crois qu'elle est tombée sous le choc. Elle va se dire qu'elle va se demander, c'est ce que je vais vivre toute ma vie. Ça, cette réaction-là, peut-être que c'est une réaction dans l'immédiat, mais après réflexion, tout est lié à la base. Oui. Tout est lié. La base a été faussée. Deuxième chose, en Afrique, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où nous pouvons vivre. Même si l'homme n'est pas sexuellement actif, on ne peut pas avoir d'enfant. Je peux vivre avec cet homme-là. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Vous allez voir en Europe, il y a des gens qui peuvent décider d'être ensemble comme ça. Sans sexe, sans enfant. Il y a autre chose qui les unit. Il y a autre chose qui les unit. Et la femme est libre. Peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens qui décident quand même dans des pays européens de vivre comme ça. Mais ils trouvent des solutions à ce problème-là. Mais ils vivent comme ça et il y a autre chose qui les réunit, ou bien qui les unit. Et ils vivent un amour parfait. Ils sont heureux comme ça. Mais nous, en Afrique, on a nos lois. Hein? On est toujours encore à ce niveau où le sexe, les enfants. Et les enfants. Et vous allez voir, même quand on fait la toilette au bébé quand il est garçon. Ah oui, on le prépare dès enfant. Hein. Voilà, on essaie de voir rapidement s'il est sexuellement actif, s'il peut gérer. Et on prend tout le soin, on lui donne tous les soins au niveau de la hanche, au niveau de son sexe, les massages et tout. Tout est préparé. Tout est préparé en fait, pourquoi après là au foyer qu'il n'y ait même pas de soucis. Et chez la fille également, il y a la préparation qui se fait. Il y a chez la fille aussi. Mais vous allez voir chez le garçon, souvent les gens disent que tiens, il faut qu'il réponde. Il faut qu'il réponde. Donc, moi je dirais en fait que si c'est une histoire qui est vraiment d'actualité, il faut essayer de voir quelle est vraiment la cause de l'handicap là au niveau de l'homme. D'accord. Est-ce que ça peut être traité? Est-ce que c'est par honte que l'homme n'en parle pas? Mais c'est rien du tout. Il suffit qu'il en parle, qu'on le trouve rapidement la solution. Et comme ça là, ce couple-là sera heureux. Et en même temps, il faudrait que les pasteurs, ceux qui préparent les couples au mariage, essaie de mettre un accent particulier sur l'analyse médicale. Avant le mariage. Il n'y a pas que cette histoire de sexe. Il y a d'autres histoires. Il y a des maladies aujourd'hui. On vous dit que vous ne pouvez pas être ensemble. Parce que drépanocytose, par exemple. Il y a la drépanocytose. Et on vous explique. Il y a différents cas aujourd'hui. On a juste choisi des cas isolés. Mais souvent, quand ces problèmes interviennent, c'est compliqué. Pour l'homme comme pour la femme. Il ne s'agit pas juste de l'un ou de l'autre. Mais c'est compliqué. Il y a d'autres exemples également. On va écouter également ce que pense l'homme de la rue de ce thème, comment garder la flamme lorsque la maladie s'installe dans le couple. La question a été posée à nombreux d'entre vous. Passons. Voici quelques éléments de réponse. La maladie ne veut pas arrêter l'amour. Et le fait que la personne soit malade, ça ne peut pas changer grand-chose. Il faut juste être à ses côtés, c'est tout. Il ne va pas rester malade définitivement. Lorsque l'un des conjoints est invalide, il est dans un état où il ne peut plus se donner à fond, il ne peut plus donner le meilleur de lui-même. Pour l'amour, le partenaire devrait comprendre et devrait s'adapter à son état. Parfois, la personne te donne l'impression qu'elle le fait non pas par amour, mais parce qu'elle se sent contrainte. Et c'est ça qui est terrible. En toute chose, il faut garder à l'esprit la dignité humaine.
Personne ne demande à se retrouver invalide. Il y a des gens qui ont perdu la vue du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont perdu leur jambe du jour au lendemain à cause d'un accident. Personne n'a demandé ça. Donc il faut toujours garder en tête la dignité humaine. Quand on aime vraiment, c'est-à-dire lorsque tu prends soin de la personne, tu fais tout pour la préserver, tu fais tout, c'est-à-dire tu ne le fais pas par condescendance. De l'autre côté aussi, il ne faudrait pas que le malade joue la carte de la victime. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Donc il faut aussi comprendre l'autre partenaire. Ne pas être toujours dans la victimisation, ne pas trop l'accabler. Essayez aussi de prendre sur soi un tout petit peu. Ce n'est pas toujours facile, mais l'idéal, c'est de prendre aussi sur soi. Je ne peux pas le décevoir, je ne peux pas l'abandonner. Plutôt, c'est moi maintenant qui dois lui donner le goût de la vie. L'aimer plus que comment je l'aimais auparavant. Parce que le mariage n'est pas fait pour le bonheur seulement. Et il est dit même qu'il y a un temps pour toutes choses. Si mon mari tombe malade, même s'il devient handicapé, je dois l'aimer. Et c'est maintenant ce que je ne lui faisais pas. C'est l'occasion pour moi de lui faire ça pour qu'il ne se décourage pas. Donc, étant dans des difficultés, je dois soutenir mon mari. Parce que toute chose arrive à celui qui peut. Dans la vie, Dieu sait tout ce qu'il fait. Il sait que toi, à travers la maladie de ton mari, tu pourras supporter. C'est pour ça qu'il t'amène. D'autres vont voir que c'est la mort. Même si c'est la mort de ton mari, tant que tu l'aimes, tu dois te patienter. Et le temps va passer aussi. Mais dans la maladie, tu dois le supporter. Si c'est au niveau des câlins, c'est toi qui vas t'occuper de lui. Il peut arriver qu'il n'arrive pas à manger. Tu dois être à côté de lui. Lui demander, papa, qu'est-ce qu'il ne veut pas, chérie, qu'est-ce que tu veux? S'il n'a pas envie de manger, je dois le donner pour qu'il puisse trouver quelque chose à manger, savoir le goût qu'il veut. Étant avec lui, je connais que ça, c'est un petit préféré de mon mari. Lorsqu'il est malade, être proche de lui, lui demander ce qu'il veut et faire ça pour lui. Donc, si je vois qu'il est un peu timide, je dois m'approcher de lui, le caresser, dire oh papa, prends courage, ça va passer. Ben ça, c'est une femme vraiment compréhensive, une femme qui a le cœur sur la main, comme on dit, hein. Parce que c'est pas facile quand, dans ces situations, le monsieur est encore refermé sur lui, il a du mal à s'ouvrir. Il y a des cas même où vous voyez le monsieur tout le temps enfermé dans sa chambre, il veut pas sortir, il veut voir personne, même on lui apporte à manger, c'est difficilement qu'il veut adresser une parole. Comment, dans ce cas-là, la femme peut avoir autant de patience, comme l'a dit tout à l'heure la dame dans le micro-trottoir? Ça ne va pas être facile parce que, comme vient de le dire Madame Toureka, les hommes ont leur ego. Tout homme a son ego. Du coup, lorsqu'il se sent faible, si je peux le dire comme ça, il est déjà aigri, il est en colère contre tout le monde et contre personne, contre lui-même, et tout. Ça fait que ce sera vraiment la femme doit s'armer de patience pour pouvoir rester. Parce que la femme et l'autre, elle part. Arriver à un moment, elle va te dire, ben, moi je fais l'effort pour que, bon, si tu ne veux pas, ou bien elle laisse tout dans la main des enfants. Bon, il faut dire que l'amour, c'est autre chose. Quand vous aimez quelqu'un, il va falloir que on se dise que ce que nous vivons aujourd'hui peut changer demain. Peut changer à tout moment. La minute qui arrive ne nous appartient pas. Bien sûr. Et dans nos discussions, dans la communication, il faut que le couple discute de tout et de rien et des périodes qu'on ne maîtrise pas. Ça fera en sorte que quand l'un ou l'autre se trouvera dans la situation, il va accepter facilement que l'autre le soutienne et que l'autre peut le soutenir sans chercher le regard des autres. D'accord. Voilà. Il y a des gens même, il va falloir que le couple arrête de discuter et de tout ce qui se passe dans le couple, de le raconter, surtout au niveau de la famille, des amis, autour de nous. Ça fait que quand il y aura une situation difficile, on va te rappeler tout ce qu'il faisait de mal pour te dire, mon ami, tu veux toujours rester? Oui.
Attends, la guerre, le moi, si c'est Docteur, en tous les cas, vous avez écouté les citoyens togolais parler. La question que j'aimerais vous poser, quand ça devient compliqué, c'est-à-dire c'est difficile pour la femme d'amener cet homme peut-être à redevenir lui, c'est difficile de le faire sortir de cette torpeur-là, c'est difficile d'avoir une convivialité autant tant soit peu dans le couple. Qu'est-ce qu'on fait exactement à ce niveau-là? En fait, quand moi j'ai écouté des gens parler, je me suis dit que ils disent ce qui devrait être. Ils disent pas ce qui est. Même la femme, la dernière femme qui a parlé, là, c'est facile de dire. Mais quand il faut faire, là, c'est ça. Donc moi, quand je l'ai vue parler, j'ai dit, tiens, elle parle. C'est beau à entendre. Mais quand il sera question de le faire là, c'est là. Et j'ai bien aimé l'intervention de Madame Kekou. Elle dit que c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, maintenant, si je reviens à votre question, qu'est-ce que cette femme doit faire ou bien qu'est-ce que ce conjoint doit faire? C'est toujours ce que je disais entre-temps. Et il faut avoir un objectif. Quand on se met en couple, c'est pour le meilleur et le pire, mais c'est pour aller quelque part ensemble. D'accord. Et moi je dirais que c'est les bases aussi. Si nous prenons les expériences que nous faisons en temps de maladie, pas maladie grave, prenons seulement l'exemple du palu où tu n'as pas de l'appétit. Et qu'on t'apporte ceci, toi-même tu demandes parfois. On t'apporte, tu ne peux pas manger. Tu n'y arrives pas. Mais peut-être que la personne s'est battue vents et marées pour aller te chercher ça. Tu pousses. Tu demandes autre chose. On apporte encore. Tu pousses. Que ce soit l'homme ou la femme, l'un en face de l'autre qui est malade, à un moment donné, tu te dis, tiens, mais ça c'est quoi? Fais l'effort de manger. Tu dis tout et puis la personne ne mange pas. La personne pousse. Quel est notre sentiment? Le sentiment qui nous anime. C'est comme un rejet en fait. Voilà. Oui. C'est comme l'autre ne veut pas faire d'effort. Ou l'autre ne mesure pas, toi, ton effort, les difficultés ou tout ce que tu as rassemblé pour lui apporter ça et pour qu'elle guérisse. Ou l'autre veut rester dans son état. Il y a quelqu'un qui a parlé de victimisation. La personne veut rester dans son état là pour que toi tu le serves et tout ça. Moi je dirais que il faut faire l'effort de surpasser ça. Ça va arriver. Ça nous arrive. Donc c'est de patienter, de se dire que ça va passer. D'accord. Et ne pas perdre de vue l'objectif que nous poursuivons ensemble. Et c'est en fait ça qui nous donnera le courage. C'est vrai, nous aurons des comportements, des hauts, des bas, des périodes plates, sans turbulence aussi. Mais à un moment donné, quand nous avons un objectif, si c'est vraiment l'amour qui nous réunit, si la base est bien solide, ne pas perdre de vue notre objectif et nous l'atteindrons. Merci. Ne pas perdre de vue l'objectif pour pouvoir l'atteindre. C'est sur ces mots de Docteur Tuleka que nous allons refermer cette émission de ce lundi. J'avoue que le temps est passé trop vite. Je ne l'ai pas vu passer parce qu'on n'en a pas encore totalement discuté. Ah oui, hein, vous l'avez également remarqué. Moi, je disais en fait une heure va se dire pendant une heure. Voilà. Et elle me rassurait que les 1 heure vont passer et on va se dire, tiens. Bon, on va pas conclure aujourd'hui. Hein. La conclusion se fera à la fin de la semaine. Retenez pour l'essentiel le thème comment garder la flamme lorsque la maladie ou lorsque les problèmes s'installent. Parce que parfois, c'est pas que la maladie, mais des problèmes surviennent. Il n'y a plus d'argent, monsieur a perdu son boulot. Madame qui, avec une grossesse, a peut-être perdu l'appétit du sexe et tout ça.
C'est tant d'autres problèmes qui surviennent dans les couples. On en parle tout au long de cette semaine. Merci Madame Kekou. Merci à toi. C'est un bon thème. Très heureuse de t'avoir revue. Et surtout sur ce thème particulier. Alors, docteur, tous les cas, Marie-Reine, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. J'espère qu'on va vous retrouver pour d'autres thèmes en rapport avec votre spécialité. Ça sera un plaisir et si le temps le permet. Bien sûr. Agréable semaine à vous, mesdames, et à vous également, chers auditeurs. Prochain rendez-vous mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.